Le bip numérique tranche mes rêves comme une lame de rasoir. Bip, 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 accès refusé. Mes yeux s'ouvrent brusquement. Les chiffres rouges de mon réveil indiquent 8h15, un samedi matin à Austin, et le soleil traverse mes stores en bande poussiéreuse. Bip, 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 accès refusé. Le son retentit de nouveau, électronique et strident. Mon cœur bascule de la confusion somnolente à la panique alerte, en l'espace d'une seule respiration. Quelqu'un est à ma porte. Quelqu'un avec le mauvais code. C'est quoi ce bordel? Elle a changé le code. La voix est celle de Bryce, mon jeune frère. Ces mots percent la porte de l'appartement, vibrant d'indignation. Je m'assois, les draps s'en mêlant autour de mes jambes. La nuit dernière, j'ai supprimé leur code d'accès de mon système de serrure intelligente. Après 8 ans à les voir entrer quand bon leur semblait, je l'ai enfin fait. Un petit acte de rébellion. Les coups commencent pas des tocs légers, mais le poids d'un corps s'abattant contre le bois. Le cadre de la porte tremble. Emery, ouvre cette porte. C'est la maison de ton frère. La voix de ma mère, aiguë et autoritaire. Ouvre, Emery, ou je la défonce. Bryce encore, sa voix rauque par l'effort. Mes mains tremblent alors que je saisis mon téléphone sur la table de chevet. Sans réfléchir, j'appuie sur le bouton d'enregistrement de la caméra. Des preuves, une protection. Quelque chose de froid et de certain s'installe dans mon estomac alors que je glisse hors du lit. Le parquet est solide sous mes pieds nus tandis que je me dirige vers la porte. Mon cœur bat la chamade, mais je force ma respiration à ralentir. 1, 2, 3. La chaîne se met en place avant que je ne déverrouille le pen dormant. J'ouvre la porte juste assez pour montrer mon visage, tenant mon téléphone en l'air pour qu'il voie que j'enregistre. Bryce recule en chancelant, en plein élan, son épaule encore positionnée pour un autre coup. Derrière lui se tient Patricia, ma mère, impeccable à cette heure indue, en pantalon pressé et chemisier couleur beurre. Elle serre un épais dossier en manille dans ses mains manucurées. Mon père reste près de l'ascenseur, regardant partout sauf vers moi. « Qu'est-ce que vous faites ?» Ma voix n'est qu'un murmure. Patricia ricane, époussetant un duvet imaginaire de sa manche. « Arrête ces bêtises. Nous sommes ici pour préparer la maison. Bryce a besoin que tu signes ses papiers. » Elle brandit le dossier comme une arme. Je les regarde tous les trois, et soudain, je suis de retour au dîner de la veille, la célébration de l'anniversaire de mon père chez Carmela, son steakhouse préféré. Le moment se rejoue dans ma tête avec une clarté cristalline. Patricia a levé son verre de vin, la lumière du lustre s'y reflétant en un subtil scintillement. Et à Bryce, qui obtient enfin l'actif qu'il mérite pour démarrer son entreprise. La table était devenue silencieuse. J'avais levé les yeux de mon filet à peine touché. Quel actif? Ma mère a ri, un son froid et tintant comme du verre brisé. Le condo, idiote. Tu ne fais que squatter ici. Ça a toujours été pour Bryce. Tout le monde a ri. Mon oncle Ted, ma cousine Mallory, même mon père, dont nous fêtions l'anniversaire. Ils ont tous ri pendant que j'étais assise là, le sang se retirant de mon visage, la fourchette suspendue en l'air. Le condo que j'avais acheté il y a 8 ans, le condo dont chaque paiement hypothécaire provenait de mon compte en banque, le condo qui était censé être temporaire jusqu'à ce que j'économise assez pour New York, pour le programme de master auquel j'avais renoncé quand papa a perdu son travail. Maintenant, ils se tiennent à ma porte, s'attendant à ce que je leur cède ma maison. Non. Le mot s'échappe de mes lèvres, petit mais ferme. Le visage de Bryce se crispe. Comment ça, non? Quelque chose change en moi. Le tremblement de mes mains cesse. L'oppression dans ma poitrine se relâche juste assez pour me laisser respirer. Je redresse le dos et croise son regard. Je veux dire, non, vous ne pouvez pas entrer, et ce n'est pas la maison de Bryce. Je pousse la porte pour la fermer et me retourne. Mon bureau se trouve à 3 mètres, le tiroir du bas légèrement entrouvert suite à ma recherche effrénée de la nuit dernière. Je saisis la pile de papier que j'avais sortie après le dîner, après avoir réalisé ce qu'il prévoyait. Quand je me retourne vers la porte, je les brandis. L'acte de propriété, les relevés de prêt hypothécaire, 8 ans de paiement de mon compte, tous portant un seul nom, Emory Nash. Ceci, dis-je, ma voix tremblante mais claire, est ma maison. Le choc sur leur visage serait comique s'il n'était pas si terrible. Les lèvres parfaitement dessinées de ma mère s'entr'ouvrent d'indignation.
Le visage de Bryce devient cramoisi. Mon père me regarde enfin, son expression indéchiffrable. Pendant un instant suspendu, nous restons tous figés, comme un tableau. Puis, je claque la porte. Le pen dormant se met en place avec un clic satisfaisant, suivi du bip de la serrure électronique et de l'annonce que je suis en sécurité. De l'autre côté, les cris commencent. La voix de ma mère atteint une hauteur que je ne lui avais jamais entendue. Bryce frappe à la porte, chaque impact faisant trembler le cadre. Les tons plus graves de mon père grondent entre eux, essayant de les calmer. Je m'appuie contre la porte, le téléphone toujours en train d'enregistrer, et je glisse jusqu'au sol. Mes jambes ne me soutiennent plus. Les papiers s'éparpillent autour de moi comme des feuilles mortes. Dehors, ma famille continue son assaut, mais ici, dans ma maison, je tiens enfin bon. Je glisse jusqu'au sol, le dos pressé contre la porte, les jambes étendues maladroitement sur le parquet. Les cris continuent à l'extérieur, la voix de ma mère, atteignant cette hauteur particulière qu'elle réserve pour les moments où elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Mon téléphone enregistre toujours, capturant le chaos étouffé, mais mes doigts sont devenus engourdis. Je ne les sens plus. Le premier sanglot me prend par surprise. Il jaillit de quelque part au fond de mon estomac, se frayant un chemin dans ma gorge avec une telle force que tout mon corps sursaute. Puis un autre suit, et un autre. Bientôt, je suffoque, luttant pour aspirer de l'air dans des poumons qui me semblent trop petits, trop serrés. Avez-vous déjà vécu ce moment? Quand quelqu'un en qui vous aviez confiance depuis votre naissance, quelqu'un dont la voix vous a appris les mots, dont les mains ont guidé vos premiers pas, révèle qu'il complotait contre vous depuis le début? Je me replie sur moi-même, le front contre mes genoux, et je laisse 8 ans de sacrifices s'échapper de moi, 8 ans de paiements hypothécaires, 8 ans à rester à Austin au lieu de poursuivre mon master à New York, 8 ans à croire que je n'étais pas encore assez bien, que je devais économiser plus, me préparer plus, être plus, tout ça pendant qu'il prévoyait de prendre la seule chose que j'avais réussi à construire. 1 heure passe avant que le couloir ne redevienne silencieux. Mes jambes sont prises de crampes alors que je me relève, essuyant le mascara strié de larmes de mes joues. Du café. J'ai besoin de café. L'acte banal de mesurer le café moulu et de verser de l'eau donne à mes mains quelque chose à faire, autre que de trembler. Mon téléphone vibre sur le comptoir. Une notification par email. First National Bank. Objet, votre demande de HELOC. Confirmation d'expertise. La tasse glisse de ma main, heurtant le comptoir avec un cliquetis, mais miraculeusement, elle ne se brise pas. Je saisis mon téléphone, parcourant le message avec une horreur croissante. Chère Madame Nash, cet email a pour but de confirmer votre rendez-vous avec notre expert, Monsieur Fields, ce lundi à 10 h. HELOC. Ligne de crédit sur valeur domiciliaire. Un prêt sur ma maison. Un prêt que je n'ai jamais demandé. Mon estomac tombe au fond de mes entrailles. Avec des doigts maladroits, je navigue vers mon application de surveillance de crédit, celle que j'avais souscrite après l'université, quand mes prêts étudiants ont commencé. Je fais défiler les activités récentes, le cœur battant dans mes oreilles. Le voilà. Une demande de renseignements approfondis de la First National Bank. Datée d'il y a 1 semaine. La machine à café BIPE, mais je ne bouge pas. Mon esprit s'emballe, assemblant les pièces avec une clarté écœurante. Ils n'avaient pas seulement prétendu que mon condo était pour Bryce au dîner. Ils avaient déjà agi. Ils avaient utilisé mon numéro de sécurité sociale, ma date de naissance, mes informations personnelles. Le dossier en manie que Patricia tenait, ce n'était pas une demande. C'étaient les derniers papiers qu'ils avaient besoin que je signe. Je m'appuie contre le comptoir, soudain prise de vertige. Ma mère. La seule personne qui pouvait connaître mon numéro de sécurité sociale, depuis qu'elle m'avait aidé à remplir les formulaires d'aide financière pour l'université. Patricia, qui avait encore des copies de mon acte de naissance, au cas où. Le cerveau derrière tout ce complot. Et Bryce, celui qui allait en profiter, celui qui était prêt à utiliser son épaule pour défoncer ma porte ce matin. Mes larmes sèchent. Le tremblement de mes mains s'arrête. Le poids écrasant dans ma poitrine se transforme en quelque chose de froid, de dur et de certain. Ce n'était pas seulement un différend familial sur une propriété. C'était une usurpation d'identité. C'était une fraude. C'était un crime. Mon téléphone sonne avec un texto. Ethan, mon voisin du dessus. Nous ne sommes pas proches,
juste un signe de tête occasionnel dans l'ascenseur ou une brève discussion près des boîtes aux lettres. Salut, j'ai entendu le raffut. Ça avait l'air terrible. Je voulais juste te dire que je suis là si tu as besoin d'un témoin ou autre. Je fixe son message, étrangement touché par ce petit acte de décence humaine normale. Quelle tristesse que cela se démarque si nettement du comportement de ma famille. Merci, Ethan. Il se pourrait. Je pose le téléphone et j'ouvre mon ordinateur portable. Le site de la banque se charge, et je clique sur le lien pour signaler une fraude. Le numéro du service client apparaît à l'écran, et je le compose sur mon téléphone avec des doigts fermes. Service des fraudes, Karen à l'appareil. Comment puis-je vous aider? Je m'appelle Emery Nash. Ma voix me semble étrange. Plate, mécanique, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Je viens d'être informé d'une demande de HELOC que je n'ai pas faite. Vous avez une expertise prévue pour lundi. Je signale cela comme une usurpation d'identité. Annulez la demande. Annulez l'expertise. Je suis vraiment désolé d'apprendre ça, Madame Nash. Pouvez-vous vérifier les 4 derniers chiffres de votre numéro de sécurité sociale? Je récite les chiffres, puis ma date de naissance et mon adresse, quand on me le demande. La femme me fait passer par des questions de sécurité, nom de jeune fille de ma mère, premier animal de compagnie, école primaire. Les informations même que Patricia avait utilisées contre moi. Je vois la demande ici, Madame Nash. Vous dites que vous n'avez pas autorisé cela? Non. Et vous pensez savoir qui a pu faire la demande en utilisant vos informations? J'hésite, un battement de cœur. Oui. Puis-je vous demander qui? Ma mère, Patricia Nash. Les mots flottent dans l'air entre nous. Je l'ai fait. J'ai dénoncé ma propre mère à une banque fédérale pour usurpation d'identité. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Je comprends, Madame Nash. Cela doit être très difficile. La voix de Karen s'adoucit. J'ai signalé cette demande comme frauduleuse. L'expertise sera annulée immédiatement. Souhaitez-vous que je gèle également votre dossier de crédit? Oui, s'il vous plaît. Et allez-vous porter plainte à la police? Nous le recommandons dans les cas d'usurpation d'identité, même lorsque la famille est impliquée. Ma poitrine se serre. Une plainte à la police rendrait cela réel d'une manière que je ne suis pas prête à affronter. Pas encore. J'y réfléchirai. Je comprends. Sachez simplement que la demande a été stoppée. Personne n'accédera à la valeur nette de votre maison sans votre consentement. Je la remercie et raccroche, m'affaissant sur l'un des tabourets de bar de mon comptoir de cuisine. Le soleil traverse mes stores, créant de longues bandes sur le sol, tout comme ce matin, quand les coups à ma porte ont commencé. Était-ce seulement il y a quelques heures? On dirait des années. Ma maison reste mienne. Ma famille a été arrêtée, pour l'instant. Mais en regardant mon téléphone, je sais avec une certitude absolue que ce n'est que le début. La banque appelle le samedi après-midi. Mademoiselle Nash, c'est Amanda Heller, du département des fraudes de First National. Nous avons traité votre signalement et avons immédiatement gelé la demande de HELOC. Je la remercie, la voix vide. Le poids de ce que j'ai fait dénoncer ma propre mère pour usurpation d'identité s'installe dans ma poitrine comme du béton. Nous sommes tenus d'informer le demandeur, poursuit-elle. Le numéro de contact fourni était celui de Patricia Nash. Est-ce exact? Mon estomac se noue. Oui, c'est ma mère. Une pause. Je comprends. Étant donné la situation, souhaitez-vous que nous notions une préoccupation potentielle de harcèlement dans votre dossier? Je n'avais pas pensé si loin. Oui, je murmure. S'il vous plaît. Après avoir raccroché, je reste assise, immobile, à mon comptoir de cuisine, attendant l'explosion. Mon téléphone reste heureusement silencieux tout l'après-midi. Le soir, je me suis convaincu qu'ils ont enfin accepté leur défaite. J'ai tort. Le dimanche se lève avec des coups à ma porte, si violents qu'ils font trembler les cadres de photos sur le mur de mon couloir. Le son me tire de mon sommeil, l'adrénaline inondant mon système. Emery. La voix de Patricia perce le bois, non pas le ton contrôlé et suave qu'elle utilise en public, mais quelque chose de tranchant et de désespéré. Emery, ouvre cette porte, tout de suite. J'enfile mon peignoir et m'approche avec précaution, gardant la chaîne en place alors que j'entrebâille la porte. Patricia est seule,
ses cheveux blonds parfaits malgré leur matinale. Elle serre un portefeuille en cuir contre sa poitrine, les jointures blanches. L'expert vient demain matin, dit-elle, les mots se bousculant. Bryce a besoin que tu signes ses papiers, tout de suite. Son mensonge plane entre nous. Elle ne sait pas que j'ai déjà annulé l'expertise. Il n'y a pas d'expertise, maman. Ma voix sort plus calme que je ne l'avais prévu. Je l'ai annulé quand j'ai signalé votre fraude. La couleur quitte son visage. Pendant 3 battements de cœur, le couloir devient si silencieux qu'on pourrait entendre le bourdonnement de l'ascenseur au bout du couloir. Puis ses traits se crispent. Tu as fait quoi? Le cri lui arrache la gorge. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Tu as tout détruit. Un couple de personnes âgées se dirigeant vers l'ascenseur accélère le pas, échangeant des regards mal à l'aise. Madame Delgado peut vous entendre, dis-je doucement, en hochant la tête vers la porte de ma voisine. Je me fiche de qui m'entend. Patricia frappe du plat de la main contre le cadre de la porte. C'est incroyable. Tu es une femme, Emery. Tu finiras par te marier et déménager. Arrête d'être égoïste et de t'accrocher à quelque chose dont ton frère a besoin pour construire sa carrière. Les mots devraient faire mal. Ils ont toujours fait mal, avant. Mais quelque chose a changé en moi, comme un verrou qui s'enclenche enfin. Tu m'as appris que la famille ne compte que quand ils ont besoin de quelque chose de toi, lui dis-je à travers l'ouverture étroite. Leçon apprise, maman. Merci. Je ferme la porte alors qu'elle se lance dans une autre tirade. Sa voix me suit jusqu'à la cuisine, mais elle semble distante maintenant, comme un bruit de fond provenant de l'appartement de quelqu'un d'autre. Mon téléphone vibre 1 heure plus tard. Bryce a posté sur Facebook, trahi par ma propre chair et mon propre sang. Certaines personnes préféreraient voir leur famille échouer plutôt que de faire ce qui est juste. 6 j'aime. 3 commentaires de sympathie. Je prends une capture d'écran, l'enregistrant dans un dossier que j'ai créé, intitulé Épreuve. Le lundi matin arrive avec une nouvelle attaque. Mon téléphone sonne avec une alerte d'avis Google Business. Un certain J. Thompson a laissé un avis d'1 étoile à mon entreprise de design d'intérieur, designer peu fiable. Trompeuse. Mentalement instable. 5 minutes plus tard, un autre apparaît sur Yelp, sous un nom différent, mais avec un libellé identique. Je reconnais immédiatement les phrases favorites de Patricia. Ma main ne tremble pas alors que je prends des captures d'écran des deux. Au lieu de la panique, une clarté froide remplit ma poitrine. Ils intensifient leurs attaques, passant de la manipulation émotionnelle à l'attaque de mes moyens de subsistance. Le téléphone sonne. C'est tante Marlène, la sœur de mon père. La seule personne qui ait jamais tenu tête à Patricia lors des réunions de famille. Emery, je viens de voir la publication de Bryce sur Facebook. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? J'explique tout. Le dîner, la porte verrouillée, la demande de prêt frauduleuse. Ma voix reste stable jusqu'à ce que je mentionne les faux avis visant mon entreprise. Ces vautours absolus, siffle Marlène. Ma chérie, ce n'est plus une simple querelle de famille. C'est criminel. Je sais, dis-je. Tante Marlène, je t'envoie un email tout de suite. Je veux juste que quelqu'un d'autre ait des copies de tout. Envoie-moi tout, dit-elle fermement. Jusqu'au moindre détail. Ta mère a toujours été. Eh bien, je ne le dirai pas, mais utiliser ton numéro de sécurité sociale? Ce n'est pas un problème de famille, Emery. C'est un crime. Après avoir raccroché, je rassemble les preuves, les relevés de prêt hypothécaire, la notification de prêt, les captures d'écran des avis, la vidéo du samedi matin, et j'envoie tout à Marlène. L'action me donne l'impression de construire une forteresse autour de moi, brique par brique numérique. Mon téléphone vibre avec un texto d'Ethan, mon voisin du dessus. Ta mère est revenue ce matin. Juste pour information, ma caméra de sécurité a enregistré l'audio du couloir. Je réponds par texto, peux-tu sauvegarder cette vidéo? Sa réponse est instantanée. Déjà fait. Un autre allié. Une autre brique dans le mur entre moi et les gens qui m'ont élevé. La semaine avance péniblement. Je perds un petit client, les Henderson, qui avaient besoin d'aide pour leur chambre d'amis. Nous avons entendu dire que vous pourriez avoir des problèmes personnels, dit Madame Henderson, gênée, au téléphone. Nous pensons que nous devrions nous tourner vers quelqu'un d'autre. Les avis à 1 étoile fonctionnent.
Pour la première fois depuis samedi, le désespoir menace de submerger ma nouvelle détermination. Je m'assois sur le sol de mon salon, entouré d'échantillons de tissu pour un projet qui ne verra peut-être jamais le jour, et je m'autorise 5 minutes pour pleurer. Quand les larmes cessent, mon téléphone vibre avec un texto. C'est de mon père, le premier contact depuis samedi matin, quand il se tenait silencieusement près de l'ascenseur, regardant Patricia et Bryce attaquer ma porte. Réunion de famille. Ma maison. Ce soir. Présence obligatoire. Je fixe le message, notant son choix de mots. Pas notre maison, mais ma maison. Pas nous devons parler, mais présence obligatoire, comme si j'étais convoqué dans le bureau du directeur. Le Douglas Nash avec qui j'ai grandi n'aurait jamais formulé un message de cette façon. Cela porte la marque de Patricia. Je ne réponds pas. Au lieu de ça, je prends mes clés et je me dirige vers le magasin de fournitures de bureau. S'ils veulent une réunion, je leur en donnerai une, mais à mes conditions, avec mes preuves et ma voix. Ils pensent me connaître la tranquille Emery, qui a renoncé à ses rêves, qui ne se défend jamais, qui met toujours la famille en premier. Ils n'ont aucune idée de qui je suis devenu depuis que j'ai changé le code de la porte. En conduisant, je répète ce que je vais dire, ce que je vais leur montrer, comment je vais tenir bon. Ce soir, il ne s'agit pas de négociation. Il s'agit de tracer une ligne qui ne pourra plus jamais être franchie. Pour la première fois de ma vie, je suis prête pour le combat qu'ils ont commencé. L'enseigne d'Office Dépôt clignote au-dessus de moi, me baignant d'une lumière fluorescente crue alors que je me tiens devant le comptoir d'impression. L'employé fait glisser 3 classeurs noirs sur la surface stratifiée. Vous les voulez reliés par une spirale ou avec 3 anneaux, demande-t-il. 3 anneaux, je réponds, ma voix plus stable que je ne l'avais prévu. Je dois pouvoir ajouter des pages si nécessaire. La vérité, c'est que j'espère ne pas en avoir besoin. Les preuves que j'ai rassemblées devraient suffire. 8 ans de relevé hypothécaire, l'acte de propriété avec ma seule signature, l'email frauduleux de la demande de Eloc, mon rapport de crédit montrant la demande de renseignements que je n'ai jamais autorisée, des captures d'écran de la diatribe de Bryce sur Facebook et des avis à une étoile qui détruisent la réputation de mon entreprise. Tout est méticuleusement organisé, tout comme j'organise chaque projet client. En conduisant vers la maison de mes parents, les classeurs reposent sur le siège passager comme des témoins silencieux. Chacun pèse exactement 2 livres et 4 onces. Je le sais, parce que je les ai pesés sur la balance postale d'Office Dépôt. 2 livres et 4 onces de vérité. Le soleil d'automne descend bas sur l'horizon alors que je me gare devant la maison coloniale en briques où j'ai grandi. La maison semble plus petite, en quelque sorte, moins imposante que lorsque j'étais enfant. Mes mains agrippent le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Je force mes doigts à se détendre. Tu n'es pas la même personne qui est restée silencieuse à cette table de dîner, je me murmure. Plus maintenant. Je rassemble les classeurs et je remonte le chemin familier en béton fissuré jusqu'à la porte d'entrée. À l'intérieur, je peux les voir par la fenêtre, Patricia, Douglas et Bryce, assis autour de la table de la salle à manger comme un tribunal attendant un accusé. La table en chêne brille sous la lumière du lustre, polie à la perfection. Ma mère polit toujours les meubles avant les embuscades. Je ne frappe pas. J'ai toujours une clé. 8 ans que je l'ai, et aujourd'hui pourrait être la dernière fois que je l'utilise. Il lève les yeux à l'unisson lorsque j'entre. Mon père est assis en bout de table, ses lunettes de lecture sur le nez, les mains jointes devant lui comme un juge. Patricia est assise à sa droite, sa posture parfaite, son cardigan jaune beurre boutonné jusqu'au cou malgré la soirée chaude. Bryce est avachi à la gauche de papa, ses yeux allant de son téléphone à mon visage. « Tu es en retard, dit Patricia. Je regarde ma montre. Je suis en fait en avance de 3 minutes. Nous nous attendions à ce que tu sois là au moins 10 minutes plus tôt, renifle-t-elle. C'est ainsi que se comporte une fille respectueuse. Je ne dis rien, je ferme juste la porte d'entrée derrière moi. Douglas éclaircit la gorge et enlève ses lunettes. Emery, ça a été trop loin, dit-il, sa voix chargée d'autorité paternelle. Tu mets cette famille dans l'embarras. Tu as annulé le prêt. Tu as contrarié ta mère. Nous sommes ici pour régler ça. Il tapote une pile de papiers à son coude. Tu vas signer ces papiers, et nous oublierons toute cette histoire. L'ancienne Emery se serait effondrée sous ce ton, ce regard. L'ancienne Emery aurait signé n'importe quoi pour dissiper la tension, pour restaurer ce qui passait pour la paix dans ce foyer.
Mais l'ancienne Emery est morte en entendant son frère essayer de défoncer sa porte. Je marche vers la table, mais pas mesuré, sans me presser, sans m'excuser. Je place un classeur devant chacun d'eux noirs, professionnels, identiques, à l'exception des noms imprimés sur les tranches. Qu'est-ce que c'est? Demande Douglas, l'agacement s'insinuant dans sa voix. C'est ma réponse, dis-je. Patricia ouvre le sien en premier, ses doigts manucurés écartant largement la couverture. Ses yeux tombent sur l'email de la demande de Eloque que j'avais placé sur la première page, le papier à en tête de la banque, net et accablant, en haut. Son visage devient rouge, puis d'un blanc de craie. Elle referme le classeur d'un coup sec. Tu n'oserais pas, siffle-t-elle, la voix basse et dangereuse. Bryce ouvre le sien avec plus de précaution, comme s'il avait peur qu'il n'explose. Il se tourne vers la section portant son nom et trouve des impressions de sa propre publication Facebook sur la trahison familiale, suivi des avis anonymes à une étoile qui sont apparus sur les pages de mon entreprise quelques heures plus tard. Des avis qui utilisent ses expressions favorites, mentalement instables et trompeuses, dans l'ordre exact où il a tendance à les dire. Il pâlit, sa pomme d'Adam se soulevant alors qu'il déglutit. Seul Douglas lit vraiment. Il commence par l'acte de propriété, ses lunettes de lecture glissant de nouveau sur son nez. Son doigt trace les signatures seulement la mienne, pas la sienne, ni celle de Patricia. Il passe aux 8 années de relevé hypothécaire. Chacun porte la même ligne de mémo de mon écriture, paiement pour le fonds d'avenir. Ses sourcils se froncent alors qu'il se tourne vers la page du rapport de crédit montrant la demande de renseignement de la First National Bank, datée d'exactement une semaine avant le dîner d'anniversaire de mon père. Qu'est-ce que c'est, murmure-t-il, plus pour lui-même que pour moi. C'est la preuve d'une usurpation d'identité, dis-je, ma voix calme malgré le tonnerre de mon cœur. Quelqu'un a utilisé mon numéro de sécurité sociale pour demander une ligne de crédit sur valeur domiciliaire sur ma propriété sans ma connaissance ni mon consentement. Douglas lève brusquement les yeux. Mais qui aurait? Il s'arrête. Ses yeux glissent vers Patricia. La compréhension se fait jour sur son visage comme un lever de soleil, mais il n'y a rien de chaleureux. Juste une lumière froide et claire, révélant des choses qu'il n'avait pas voulu voir. Patricia, murmure-t-il, levant les yeux vers ma mère avec une horreur nouvelle. Tu as utilisé son numéro de sécurité sociale? La pièce devient silencieuse. Une voiture passe à l'extérieur, ses phares balayant le mur du salon comme un projecteur. Ma mère ne s'excuse pas. Elle n'explique pas. Au lieu de cela, elle fond en larmes non pas des larmes douces et pleines de remords, mais des sanglots aigus et colériques qui jaillissent de sa gorge comme des accusations. C'est ton fils, hurle-t-elle en montrant Bryce du doigt. Nous allons tout perdre. Les mots résonnent dans le silence qui suit. Mon père la regarde, la bouche légèrement ouverte. Bryce ne peut croiser le regard de personne. Il se recroqueville encore plus sur sa chaise, soudain fasciné par le grain de la table en chêne. Le front uni qu'il présentait à mon arrivée s'est brisé. Je regarde les épaules de mon père s'affaisser, le poids de la prise de conscience écrasant la colère vertueuse qu'il avait préparée. Ce n'est pas vrai, dis-je en regardant mon père droit dans les yeux. Vous n'allez rien perdre, car vous n'avez jamais mis un seul dollar. C'est moi qui ai perdu. J'ai perdu mon fonds d'avenir de 20 000 € pour New York. J'ai perdu ma place dans le programme de master. J'ai perdu 8 ans de ma vie à croire que je n'étais pas assez bien, tout ça pendant que je payais vos factures. Douglas tressaute. La vérité le frappe comme un coup physique. Je ne suis pas ici pour négocier, je continue. Je suis ici pour vous informer. Bryce s'agite sur son siège, la bouche ouverte pour m'interrompre. Je le fais taire d'un regard. Je me tiens plus droite, puisant ma force dans la clarté froide qui a remplacé ma peur. La demande de Eloque est morte. La banque a signalé votre numéro de téléphone. Tante Marlène a une copie de ce classeur. Tout comme mon voisin, Ethan, qui a une vidéo de vous me harcelant à ma porte. Si un autre avis à une étoile apparaît, si l'un de vous m'envoie un texto, un email, ou s'approche à moins de 30 mètres de ma maison, je porte plainte pour usurpation d'identité et harcèlement. Le visage de Patricia se crispe. Espèce de petite ingrate. Le mascara de ma mère coule en ruisseau noir sur ses joues. Les jointures de mon frère blanchissent alors qu'il agrippe le bord de la table. Mon père a juste l'air perdu. Un homme qui se réveille pour découvrir que le scénario qu'il lisait a été écrit par quelqu'un d'autre. Patricia se tourne vers Douglas, s'attendant à ce qu'il prenne le contrôle comme il l'a toujours fait,
pour me remettre dans le droit chemin. Mais mon père fixe juste le classeur, les preuves de ce qu'ils ont fait. C'est fini, dis-je. Je n'attends pas de réponse. Je me retourne et je me dirige vers la porte, le dos droit, les pas lents. Derrière moi, j'entends la voix de ma mère, aiguë et désespérée. Douglas, dis-lui. Dis-lui qu'elle doit. Et pour une fois, mon père ne dit rien. La porte se referme derrière moi avec un léger déclic, bien plus doux que le claquement que j'avais imaginé dans toutes mes répétitions. Dehors, l'air du soir sent l'herbe coupée et la pluie lointaine. Je l'inspire profondément, remplissant mes poumons, et pour la première fois en 8 ans, l'étau dans ma poitrine commence à se desserrer. Je laisse les classeurs la preuve de leur trahison sur la table et je m'éloigne des ruines fumantes de leur plan. Je ne regarde pas en arrière. 3 mois plus tard, je suis assise, immobile, à mon bureau. La seule chose qui bouge est le curseur clignotant sur l'écran. Ma page Google Business, celle que j'ai mis 8 ans à construire, affiche maintenant un chiffre flagrant et écœurant, 1,5 étoiles. Une chute libre parfaite, de 4,9 étoiles et 80 avis positifs à ça. Je fais défiler, peu fiable, non professionnel, mentalement instable, à annuler à la dernière minute. Chaque commentaire, qu'il soit anonyme ou d'un faux nom, fait écho au ton de ma mère et à la méchanceté de Bryce. Ils étaient soigneusement rédigés, non pas comme des plaintes d'amateurs, mais comme une campagne de dénigrement délibéré. Je me suis battu contre eux. Mon Dieu, comme je me suis battu. J'ai envoyé à Google et à Yelp des copies du rapport de la banque, la vidéo de mon téléphone, même des captures d'écran des textos de Bryce. J'ai écrit des explications professionnelles, cela fait partie d'une campagne de diffamation personnelle. La seule réponse que j'ai reçue a été un email automatisé et sans âme, nous avons examiné votre plainte et avons constaté que ces avis ne violant pas notre politique communautaire. Mon téléphone sonne sur le bureau, le son me faisant sursauter. J'ai appris à détester ce son. J'y jette un coup d'œil. Martin Lowell, Austin moderne. Mon cœur se serre. C'est ça, le coup de grâce. Martin est mon plus gros client. Je prends une inspiration, essayant de garder ma voix stable. Ici Emery. Emery, salut. Martin Lowell. Sa voix est trop gentille. C'est toujours mauvais signe. Écoute, je vais être direct. Nous allons devoir suspendre le contrat de design pour le projet de South Congress. Je ferme les yeux. Je comprends, dis-je, les mots ayant un goût de cendre. Il soupire. Ce n'est pas moi, Emery. Ton travail est excellent. Mais le conseil d'administration. Ils ont vu les avis. Ils voient des mots comme instable et ils pensent au procès. Nos investisseurs sont nerveux. Je comprends, je répète. Que puis-je dire d'autre? Que c'est ma mère qui a fait ça? Ça semble plus fou que les avis. Je suis vraiment désolé, Emery. Merci de m'avoir appelé, Martin. Je raccroche. Le condo est silencieux. C'est le 3e contrat annulé ce mois-ci. Celui qui payait mes factures. Mon esprit dérive à travers la ville. Je sais ce que je trouverais si je passais devant la vitrine que Bryce avait louée, une grande pancarte rouge va louer suspendue à la fenêtre. La bannière d'inauguration dont il s'était vanté n'a jamais dépassé le stade de la planification. Son entreprise, celle qui dépendait entièrement de ce prêt frauduleux, s'est effondrée avant même de commencer. J'avais appelé la banque. J'avais annulé l'expertise. J'avais signalé l'usurpation d'identité. J'avais gagné. Mais c'est un réconfort mince et creux, étant donné que ma carrière pourrait bientôt suivre la sienne. Je ferme mon ordinateur portable. Je me dirige vers la fenêtre, regardant la ligne d'horizon scintillante d'Austin. 8 ans. J'ai renoncé à New York pour cette vue. J'ai combattu ma propre famille pour la garder. Et maintenant, je l'ai, mais je perds la carrière qui me permet de la payer. Parfois, gagner ressemble beaucoup à perdre. Une larme chaude de colère, pas de tristesse, mais d'injustice pure et brute coule sur ma joue. Je l'essuie, non pas doucement, mais avec colère. Non, dis-je, le mot à voix haute dans la pièce vide. Non. Elle ne gagne pas. Il ne gagne pas, je regarde mes mains, les mains qui ont esquissé des centaines de designs, les mains qui ont choisi chaque tissu, chaque morceau de pierre. Elles sont toujours là. Elles sont toujours capables. J'ai bâti cette entreprise à partir de rien, avec rien d'autre que du talent, 20 000 €,
et une détermination aveugle. J'ai perdu ma réputation, mais le talent est toujours là. Je peux la reconstruire, un client à la fois, s'il le faut. Je retourne à mon bureau et j'ouvre à nouveau mon ordinateur portable. J'ignore la page Google Business. J'ouvre mon logiciel de design. J'ouvre le fichier de projet sur lequel je travaillais sans relâche depuis des semaines, ma candidature au programme des jeunes entrepreneurs de la ville. Les avis pouvaient me nuire, mais ils ne pouvaient pas arrêter mon travail. Au moins cette fois, je me tiens sur un terrain qui est vraiment le mien. 5 mois depuis que j'ai fermement revendiqué cette maison comme mienne, le soleil traverse des fenêtres fraîchement lavées, peignant des rectangles dorés sur le sol de mon salon. L'espace respire différemment maintenant. Des herbes en pot bordent le rebord de la fenêtre de la cuisine basilic, menthe et romarin libérant leur parfum lorsque mes doigts les effleurent. La sansevieria à côté de ma table à dessin a fait 3 nouvelles pousses depuis janvier. Des choses vertes qui poussent, de petites promesses tenues. Mon téléphone sonne. Un email du programme des jeunes entrepreneurs de la ville d'Austin, celui auquel j'ai postulé en février, lorsque mon entreprise n'était encore qu'une version squelettique d'elle-même. Félicitations, mademoiselle Nash. Nous avons le plaisir de vous informer que votre candidature a été acceptée. Je le lis 2 fois, puis une 3e fois, juste pour m'assurer que les mots ne se réarrangent pas. Mes mains tremblent légèrement alors que je fais défiler pour trouver un autre paragraphe m'invitant à prendre la parole à leur conférence de printemps, un panel de la section des petites entreprises du festival SXSW. Le chemin du retour n'a pas été rapide ni facile. Après la campagne de diffamation de 3 mois, j'ai perdu près de la moitié de mes clients. Chaque matin, je me réveillais pour vérifier la page de mon entreprise, 1,5 étoiles me fixant comme une accusation. Mais j'ai refusé de baisser les bras. Mon entreprise fait l'objet d'une campagne de diffamation personnelle, disais-je à chaque client potentiel qui me contactait, étalant la vérité comme des carreaux sur un sol. S'il vous plaît, jugez-moi sur mon travail. Certains sont partis. Ceux qui sont restés, eux, ont vu mon portfolio et ont décidé qu'ils parlaient plus fort que les vitrioles anonymes d'Internet. Je prends mon café et je sors sur mon petit balcon. L'air d'avril porte l'odeur du barbecue de quelqu'un et de l'herbe fraîchement coupée. Un cardinal se pose sur la balustrade, me considère d'un regard de côté, puis s'envole vers les chênes qui bordent la propriété. L'ascenseur sonne dans le couloir. Je me retourne et j'aperçois Ethan qui récupère son courrier dans le groupe de boîtes aux lettres près de l'entrée du hall. Il lève les yeux, me remarque et s'arrête. Contrairement à il y a 6 mois, il n'y a pas d'hésitation nerveuse, pas de pitié dans ses yeux. J'ai vu que tu parlais à la section des petites entreprises du SXSW, dit-il en pliant un magazine sous son bras. C'est la grande classe. Félicitations, Emery. Pas de tartelette au citron en guise d'offre de paix. Pas de tentative de sauvetage maladroite. Juste une simple reconnaissance entre voisins. Merci, dis-je, en le pensant. Plus tard dans la semaine, je me tiens au bord de la scène de la conférence, attendant mon introduction. Mon cœur bat la chamade contre mes côtes, mais c'est la peur saine de l'anticipation, pas la panique sale de ces samedis matins où les coups à ma porte m'envoyaient dans des spirales d'effroi. La voix du modérateur retentit, veuillez accueillir la designer d'intérieur et entrepreneur basée à Austin, Emery Nash. Je monte sur scène, mon blazer bordeaux une touche de couleur contre le fond de la scène. Le microphone est solide dans ma main alors que je commence à parler. La femme à ce pupitre ressemble peu à la jeune fille silencieuse qui s'asseyait autrefois au dîner d'anniversaire, la fourchette en suspens, pendant que tout le monde se moquait d'elle. Quand je finis, les applaudissements m'inondent, chaleureux et valorisants. Je descends de la plateforme, faisant défiler mes notes, quand je les aperçois, 2 silhouettes familières près de la sortie. Mes parents semblent plus petits, en quelque sorte. Les épaules de papa tombent sous son blazer. Les cheveux de maman sont différents, moins sévères. Ils s'approchent avec hésitation, comme des gens qui ont oublié comment naviguer en terrain familier. Tu as bien fait, ma grande, dit Douglas doucement, le surnom de mon enfance atterrissant maladroitement entre nous. Les yeux de Patricia cherchent les miens cherchent vraiment, au lieu de simplement les survoler pour trouver ce qu'elle veut. On peut recommencer ? Sa voix n'a plus son tranchant habituel. Quelque chose change en moi, pas le pardon exactement, mais peut-être le terreau où il pourrait éventuellement pousser. Peut-être, je leur dis, ma voix stable, quand recommencer ne signifiera pas simplement que vous perdez le contrôle sur moi. Je souris poliment, je me retourne, et je m'éloigne pour rejoindre un groupe de mes pairs qui me font signe de venir à leur table.
Derrière moi, mes parents restent seuls. La liberté, ce n'est pas quand ils arrêtent de vous tirer vers le bas, c'est quand vous arrêtez de les laisser faire.